Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir un invité tout à fait singulier. Salut Yann, merci d'être là. Salut Mathieu, merci pour l'invitation. Singulier parce que on va vous parler d'un sujet qui cette fois est pas directement lié vraiment à un produit immobilier, mais on va plus parler en profondeur du positionnement commercial et notamment de l'expérience client. Avec Yann, qui est un professionnel de l'immobilier aguerri et qui est coach aussi, et formateur, et qui a une expertise tout à fait pointue sur le sujet, vous allez voir. Donc, on va vous parler expérience client, mais vous verrez de manière hyper concrète, c'est-à-dire que derrière, il s'agit pour vous de voir d'avoir des clés pour développer votre activité grâce à ce que va vous raconter Yann. Yann, merci, je te laisse la main. Yep, c'est parti. D'abord, je vais me présenter. Comme le dirait ma responsable marketing, Léa, elle me dit on se présente comme ce qu'on fait le plus souvent, c'est ce qui nous définit. Alors, je crois que avant tout, je suis un semi-marathonien, un père de famille et un agent immobilier. Et puis après, pas forcément dans cet ordre-là, parce qu'il y a des fois, je travaille plus que je cours, ça dépend. Et je dirais que j'ai un double doctorat en trampoline. Alors, je m'explique. C'est qu'en fait, dans ma vie, dans mes 25 ans de carrière dans l'immobilier, je me suis tellement cassé la gueule que j'ai pris vraiment l'habitude d'arriver à me relever et à rebondir. Et justement, cette histoire d'expérience client, en fait, et le démarrage, c'est comme Post-it. Post-it, vous savez, ils cherchaient une colle chez 3M imparable, et puis en fait, ils ont réussi à trouver la colle qui colle le moins au monde. Moi, l'expérience client, ça part d'une erreur de parcours, d'un crash en 2016 où j'ai voulu faire grandir ma boîte et ça allait faire de moi un millionnaire, hein, logique. Hein. Et en fait, un truc de dingue. Et en fait, ça a terminé par une quasi-faillite. Ça a pris 8 mois. Je pars de quelque chose qui tient à la route, je vais pour grandir, mais en fait, je me suis cassé la figure, mais de façon magistrale. Et à l'époque, donc fin 2016, il me reste 25 centimes dans mon compte de trésorerie. Alors, vous pouvez mettre ça dans n'importe quelle monnaie, ça ne fait pas beaucoup, et des milliers de dollars de dettes. Pourquoi je vous parle de n'importe quelle monnaie? C'est parce que ouais, je suis français, mais j'ai migré au Canada il y a 15 ans maintenant. Je suis français et canadien. Et aujourd'hui, j'ai une business qui est répartie entre le Canada, la France et les Caraïbes, en fait la francophonie mondiale, spécialisée sur les Français qui vivent à l'étranger. Mais pour arriver à expliquer ce qui viendra aussi à la fin de la présentation, c'est que le parcours d'un expat est très particulier et que si on ne le vit pas, on ne le comprend pas. C'est qu'au départ, il part chez lui en France et il a une maison à revendre. Ensuite, il vient s'installer dans un pays étranger, il va chercher une location. Ensuite, il va chercher à acheter une maison. Ensuite, il va chercher à investir dans du multilogement. Il va revendre sa maison ou son appart, son premier appart, racheter beaucoup plus grand. S'il ne rachète pas plus grand, qu'il ne réinvestit pas, il part dans un autre pays où il rentre en France. Donc, à ce moment-là, il y a une propriété à revendre et il y a besoin de se reloger en France. Et en fait, moi, ma business, qui est très nichée, c'est l'ensemble de la boucle et des options que peut vivre un expatrié de je pars de France, je vais ailleurs et je reste à l'étranger, peu importe le pays, ou je reviens en France. Et en fait, je me suis niché sur l'ensemble pour leur faire vivre une expérience et puis qu'à tous les niveaux avec mes professionnels partenaires, eh ben, on puisse apporter des solutions et puis gagner notre vie. Voilà. Ok. Tu as préparé une presse? Oui, monsieur. Je vais partager mon écran, partager une présentation. Yop. On voit bien. Super. Donc, le titre de la présentation, c'était comment faire croître son activité de manière organique grâce à l'expérience client. Ça, en fait, très honnêtement, c'est le titre que Mathieu il a choisi et puis que je trouve super bien. Mais au départ, moi, j'avais dit, tiens, comment est-ce qu'on fait? Oui, c'est vrai, hein, quand même. Vas-y. Il y en a beaucoup sur la liste, là, je les connais très personnellement, donc ils savent très bien comment je suis. Donc, je vais pas mettre un masque, jouer un rôle. Moi, le titre que je voulais, c'était « Comment faire grossir nos boîtes en faisant kiffer les gens ».
Parce que, en fait, l'histoire de 2016, quand je me suis cassé la figure, j'avais plus d'argent et l'idée, c'était comment on fait pour remonter quelque chose qui tient la route. Et plutôt que de faire ce que j'avais appris tout le temps depuis une vingtaine d'années, à savoir, va chercher tout le temps des clients et puis fais les rentrer dans ton pipe et puis fais les ventes, j'ai été tombé sur une autre approche qui m'avait séduite dans un livre de comment est-ce qu'on fait pour travailler et aller chercher de la nouvelle clientèle avec la clientèle qu'on a déjà. Et en fait, ça a fonctionné. Mais il s'est trouvé que, justement, et puis c'est ce qu'on va voir au travers des 4 points, c'est que ce sont des personnes, mes nouveaux clients sont des amis de personnes que je connais très, très bien. Parce que j'ai tissé des liens. Et il s'est trouvé que je n'avais pas envie de passer pour un clown. Donc, j'ai fait comment est-ce que je peux encore plus enchanter finalement ma clientèle pour que mes amis, ça leur donne envie de me référer davantage. Et puis, je suis tombé sur un Américain qui avait lancé un truc sur l'expérience client. Je m'en suis inspiré et j'ai vraiment appuyé dessus à fond. Et puis, on va voir en termes de chiffres au cours de la présentation franchement, j'ai bien fait de miser là-dessus, quoi. Pour une fois, c'était qui cet Américain? Je ne me souviens plus du nom. Je pourrais le retrouver. Mais j'avais vu ça sur le site Immobilier 2.0, qui est le leader francophone en marketing immobilier. Et le fondateur, le cofondateur du groupe Imo2, en fait, Florian Mass est un de mes très bons amis. Et il m'avait parlé de ce gars-là. Et puis, j'ai appuyé là-dessus. Donc, en fait, pour articuler la présentation et donner du sens et surtout de trouver des leviers actionnables pour vous, je vais humblement repartager, moi, ce que je vis depuis 2016 au travers de, déjà, cet écart de perception qu'est l'expérience client. Parce que là, on est une centaine sur l'appel, mais je pense qu'on pourra avoir une centaine de définitions. De comment j'ai bâti ce système sur l'expérience client. Et que après, c'est justement les leviers de croissance, ils sont sur les points 3 et 4, de toute la post-transaction. Donc, à partir du moment où on a trouvé la maison pour le client, qu'on soit une agence immobilière ou qu'on vende du neuf ou qu'on soit administrateur, enfin, peu importe finalement le métier dans lequel on est, parce que c'est transposable, je pense, à n'importe quel business. Et que la fidélisation des clients dans la durée, et là, il y a des réelles opportunités de développement, soit en vertical, soit en horizontal. On va le voir dans la presse. Il y a vraiment des choses qui sont super chouettes à faire. Donc, pour info, vous avez un chat en bas à droite de votre écran. Vous pouvez poser vos questions. Mathieu sera là pour relayer les questions. L'idée, c'est que ce soit interactif plutôt qu'un monologue, parce que je suis capable de tenir le crachoir pendant longtemps, mais je veux que vous repartiez avec quelque chose. Et d'ailleurs, à la fin, je vous demanderai qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous donne le truc qui vous a allumé, vous dites « Ah ouais, ça, je vais le mettre en place dans ma business. » Parce que apprendre quelque chose, c'est bien, mais si on ne met rien en place, apprendre pour rien mettre en place, c'est de la distraction. Et puis moi, mon côté coach revient, c'est OK, c'est quoi l'étape suivante? Donc, vous me direz ce que vous avez choisi comme étape suivante pour vous. Donc, le premier point, justement, cet écart de perception entre les clients finaux, qui sont nos clients, acheteurs, vendeurs, investisseurs, et les professionnels de l'immobilier. En fait, il y a quatre points qu'on pourra voir. Toute la partie de gauche, expérience attendue, expérience perçue, en vert et en bleu, c'est le côté client. Et le côté rouge et orange, c'est le côté agent. La première chose, c'est que l'expérience client, il y a d'abord vu d'un axe, parce qu'il n'y a pas un ordre chronologique, mais il y a ce que le client imagine. Il y a ses exigences, ses attentes. Donc, finalement, l'expérience attendue. D'un deuxième point, il y a l'expérience voulue. Ça, c'est nous, en tant que professionnels, c'est quoi notre intention en fonction de nos valeurs, les objectifs de l'entreprise, la mission, la vision. Il y a aussi quelque chose qu'on veut livrer. Dans un troisième temps, il y a l'expérience réalisée. Qu'est-ce qu'on a, nous, réellement, en tant que professionnels, livré? Et le quatrième point, c'est l'expérience perçue, la perception du client. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que le client perçoit? Qu'est-ce que le client pense vivre ou avoir vécu? Et on est vraiment sur de la perception, sur les 4 points. Même s'il y a des méthodes pour les pros, on est vraiment sur de la perception. Pourquoi?
Parce que si on demande aux professionnels quel est, selon vous, le niveau de satisfaction de votre client dans son expérience avec vous, donc l'expérience réalisée, ce sondage, les agents vont dire on a été au top à 71%. Donc 0, on est super mauvais, 100, on est magnifique, on se place à 71. Maintenant, si on pose la question aux clients, la même question, eux disent 43. Pour info, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant le 43 ou le 71, c'est l'écart entre les deux. C'est le 28. Enfin, on va parler de 28 points de base. Et ce 28 points de base, la seule autre industrie qu'on a un aussi important, c'est le domaine bancaire. Donc, ça, c'est un écart de perception sur l'immobilier. Hein. On est bien d'accord. C'est un écart de perception sur les agences immobilières, sur un sondage qui a été fait par le baromètre et symétrie des intentions. Ouais. C'est publié là maintenant, ça va faire 8-9 ans par l'Académie du service. Et on ne le voit pas dans d'autres secteurs, c'est ça que tu dis, à part la banque. Le seul autre secteur d'activité où il y a un écart aussi important entre on pense à quel point on est génial versus ce que finalement le client final en pense, c'est la banque. Okay. Donc là, par exemple, nous, on a un biais cognitif biaisé par rapport à notre propre travail, mais simplement pensez à votre banque. Lui, la banque pense qu'elle est super géniale, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de votre banque? Et là, ça peut peut-être permettre d'arriver à faire un parallèle, en tout cas, d'arriver à percevoir la notion de cet écart dont je parle d'un point de vue statistique. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que justement, en travaillant l'écart de perception entre ce que pense l'agent, le professionnel de l'immobilier, parce qu'il n'y a pas que les agents, le professionnel de l'immobilier versus le client, le bénéfice énorme, finalement, c'est que plus nos clients sont satisfaits, parce que si on fait d'autres sondages, et là, c'est l'Association nationale des agents immobiliers qui fait ce sondage tous les ans, là, j'ai pris les chiffres de 2021, c'est qu'il y a 86% de nos clients qui disent qu'ils voudraient retravailler avec nous ou parler de nous et nous référer à d'autres personnes. En réalité, le chiffre, il est de 14 dans les faits. 86% disent « je referai affaire » ou « je vais te référer », voudraient le faire, mais il n'y en a que 14% qui le font à peu près. Et pourquoi ça se produit ça? C'est parce que, en fait, le niveau d'expérience client est, somme toute, assez faible. Et de deux, c'est qu'une fois que la transaction est réalisée, en fait, il n'y a plus de son, plus d'image. On ne donne plus jamais aucune nouvelle. Et que si, par exemple, moi, je te parle, Mathieu, aujourd'hui, on se parle et puis il y a un bon feeling. Mais si je ne te parle pas pendant 7 ans, est-ce que si dans 7 ans, tu as une décision à prendre, tu vas forcément penser à Yann? Non. Ouais, c'est parce qu'il y a un problème de sollicitation directe par les pros de leurs clients pour activer ce souhait des clients d'être ambassadeurs. De maintien de la relation, en fait. Ouais. De maintien de la relation avec les gens. Parce que si on vient à penser, je dirais, à n'importe quel domaine, je dirais, on peut retenir qu'un ou deux noms. Si par exemple, tiens Mathieu, je te demande, donne-moi 2 marques d'automobiles. Deux marques de quoi? De voitures. De voitures. Allez, Renault et Peugeot. Renault et Peugeot. Si je vends des BMW, je suis dans le champ. Ou si je vends une Citroën, je suis dans le champ. Mais que si je suis en contact régulièrement avec toi et que je représente telle marque, cette marque que moi je véhicule va davantage ressortir dans le 1 ou le 2. Parce que si tu sors en 3, c'est comme Google, t'es mort. Ouais. Juste une précision demandée par Marie-Josée, les sondages, c'est les sondages canadiens, les chiffres canadiens. Hein. Non, c'est français. C'est français, ok. Ouais. Et puis je fais bien attention de prendre un petit peu au Canada et un petit peu en France, parce que sinon la réaction, parce que moi, 100% de ma clientèle en coaching, formation coaching, sont en France. Ils me disent, ouais, mais non, mais c'est pas possible, chez nous, ça marchera jamais. Et si, justement, ça marche très très bien. Donc en fait, l'idée, c'est de partir de cette intention initiale de 86% des gens veulent refaire affaire avec nous et nous référer à leur entourage, et que venu le moment
de passer à l'action côté client, de revenir ou de référer, c'est que ça se produise réellement. Là, de mon expérience, de mon vécu, donc 2016, patatras, je tombe. Entre 2016 et 2017, je mets en place ces stratégies pour arriver à maintenir une relation avec les gens. Et avant la fin 2017, je mets les premiers éléments en place de l'expérience client. Ça a fait plus 30% en chiffre d'affaires, plus 30%, plus 30%, plus 30% jusqu'à 2019. Et entre 2017 et 2020, finalement, on a fait x4 en termes de chiffre d'affaires. Mais plus intéressant encore, parce que comme dirait un mec au Canada qui est très fort, qui dit le chiffre d'affaires et le nombre de ventes, c'est bon pour l'ego. Mais si on avait le classement des vrais gestionnaires d'entreprise, il n'y aurait pas le même classement, il n'y aurait pas les mêmes médailles. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de regarder aussi qu'en 2016, ça me coûtait 1 379 $ pour réaliser une transaction en acquisition de clientèle en termes de marketing, et qu'au fur et à mesure des années, c'est descendu à 378 $. C'est 3,6 fois moins cher. Donc, des marges qui sont vraiment très intéressantes. Et puis après, c'est de l'argent que j'ai pas remis dans mes poches, moi, que j'ai réinvesti sur d'autres leviers. Mais le bénéfice a été énorme. Si on peut arriver à gagner 4 fois plus et dépenser 4 fois moins, il n'y a pas photo. Et surtout, mais de toute façon, je vais vraiment à l'essentiel dans cette présentation, c'est qu'en 2016, les clients qui étaient fidèles et les clients qui venaient par le biais du bouche à oreille ne représentaient que 30% des transactions que je réalisais. Et qu'au fur et à mesure des années, et encore aujourd'hui, en 2022, ça fluctue. Une fois c'est 80, une fois c'est 90, une fois c'est 85. Mais entre 80 et 90% de la clientèle conclue vient du bouche à oreille d'une façon ou d'une autre. Parce qu'après, si on regarde, parce que moi, je gère ma boîte comme une startup, donc si on regarde le modèle 3A, 3R du growth marketing, sur la partie referral, rétention et referral, c'est là-dessus que finalement, les choses se sont vraiment améliorées. Et là, ça coûte tellement moins cher de fidéliser un client que de l'acquérir. On l'a vu, 1378 versus 4 fois moins. Et il y a aussi beaucoup d'autres bénéfices qu'on va voir à la fin de la présentation sur le fait de travailler en bouche à oreille. Les taux de conversion, justement, ça, c'est un des premiers bénéfices. C'est que si on fait énormément de publicité, par exemple, et qu'on attire un certain nombre de clients et puis qu'on met en autopilote pour leur vendre quelque chose, c'est ce que je faisais en 2016. En 2016, il me fallait 4 clients pour faire une vente. Et qu'aujourd'hui, avec 5 clients, je fais 4 ventes. En fait, les taux de transformation, je suis passé de je conclus 25% de mes clients à je conclus 80% de mes clients. Il y a le chat qui bip. La charge de travail, la charge de travail n'a juste rien à voir. Parce que soit c'est à objectif égal, vous travaillez moins, ou alors à charge de travail égale, vous produisez de façon exponentielle. Oui, souvent, ça, c'est un élément qui n'est pas pris en compte d'ailleurs dans les comparatifs de coûts, de rentabilité. C'est qu'il y a l'effort, l'énergie, le temps consacré à la transformation qui c'est pas simplement le coût d'acquisition du prospect, etc. C'est le temps que vous passez à travailler sur 3 clients qui aboutissent pas. Et ça, c'est du temps, de l'énergie ça peut être assez colossal en dépenses énergétiques. En dépenses énergétiques, en dépenses mentales, et puis même si on s'adresse à des professionnels, et on est tous des professionnels, mais avant tout, on est des êtres humains. Et quand on a 3 clients, que ça ne marche pas et qu'il n'y en a qu'un seul qui fonctionne, on a un biais cognitif de « merde, j'ai foiré 3 sur 4 ». Ou je me suis fait dire non 99 fois. À un moment donné, ça vient taper sur le citron, qu'on le veuille ou non. Ça fait mal. Qu'on dit ouais, faut pas se faire impacter par les noms, ça fait partie de la game. Ok, ça fait partie du jeu. Mais enfin, au bout d'un moment, ça tape sur les nerfs quand même.
Je connais personne qui préfère se faire dire non plutôt que oui. Et en tout cas, en travaillant de cette façon-là, de façon très qualitative, en mettant vraiment le client au cœur, c'est lui le héros, hein, c'est plus nous. C'est comme juste avant de commencer, mais vraiment, le jeu, c'est qui est le héros. Et le héros de l'histoire, c'est le client, et vraiment de se mettre à son service. Et là, il y a… ils vivent quelque chose qu'ils ne vivent pas ailleurs, parce que c'est comme passer sur la partie gauche de 4 clients pour une vente à quelque chose de très transactionnel, que tout le monde finalement a l'habitude de vivre, à quelque chose de très relationnel, que finalement peu de monde vivent. Ni même pour vous, pour nous tous. Quand on va dans les magasins ou quand on va chez n'importe quel de nos fournisseurs, 9 fois sur 10, on est sur quelque chose de transactionnel et non de relationnel. Et alors que si on prend soin de nous, on va avoir envie plus de revenir vers la personne qui a pris le temps de nous écouter, de prendre soin de nous. Donc ce système, parce que c'est un système, au-delà d'être une philosophie, il faut le bâtir. Et que le cœur de l'ensemble, c'est vraiment l'expérience client. Il faut vraiment faire la séparation, la distinction, la différence entre un service client et une expérience client. C'est que d'un côté, au niveau du service client, c'est fournir un service de façon efficiente. Alors, il y a efficace, ok, tu as fait le boulot, et puis il y a efficiente, c'est tu l'as fait, mais tu l'as fait en moins de temps et encore mieux que efficace. Mais c'est orienté sur toi, c'est orienté sur tes process, c'est orienté sur ton organisation, alors que de l'autre côté, tu vas être efficient, mais ça va être axé sur le client. C'est le client d'abord, ça part de lui. Que justement, du côté expérience client, l'ensemble de son expérience va être défini par lui, alors que du côté du service client, il n'y a que nous qui avons défini comment le client va être traité, et puis c'est un peu comme one fit for all, c'est une taille unique, on va dire. C'est une taille unique, alors que finalement, dans le cadre de l'expérience client, on est presque sur du sur-mesure. Je dis presque parce qu'en fait, on prévoit un certain nombre d'options, les options possibles, de comment le client va vouloir être servi, par exemple, et que finalement, tout va nous convenir. Mais c'est lui qui va décider. Que dans le cadre d'un service client, on éteint des feux. En fait, on règle les problèmes quand ils arrivent. Et puis, et puis même quand on a une expérience client qui est rodée, attention, hein, ça ne veut pas dire que vous n'éteindrez plus jamais de feu. Hein. Mais les feux sont moins gros. Il y a un truc que j'aime beaucoup là dans ce que tu as écrit sur l'expérience client, c'est faire vivre des émotions aux clients. Tu fais ça comment? Parce que c'est génial. Il y a la puissance de toi. Évidemment, elle est bien plus forte que un argument rationnel. Mais quand tu fais ça… J'y viens. C'est parce que si je te demande à toi Mathieu, comment toi tu as envie d'être servi, je te fais waouh. Il va y avoir un certain nombre effectivement de choses qui vont se passer avant, pendant, après la transaction. Et qu'à chaque fois, je vais faire en sorte de te faire vivre des émotions. En fait, c'est comme une espèce de montagne russe émotionnelle sur du positif et arriver à gommer tous les aspects irritants qu'on peut retrouver dans une transaction. Alors, sur les aspects irritants d'une transaction, on va pouvoir en parler, mais simplement, comment les déterminer, je vais vous faire gagner du temps parce que moi, j'ai fait des centaines de sondages auprès de mes clients pour voir où était le côté qui grippait. En leur posant simplement une question, je fais: si tu étais le CIO de ma boîte, qu'est-ce que tu changerais pour que l'expérience globale soit parfaite pour toi? Autrement dit, à quel endroit on n'a pas assuré, quoi. Et les gens, finalement, quand on leur demande ok, rien n'est parfait, mais comment on peut s'améliorer, qu'on leur demande leur avis. En fait, c'est ça, je crois. C'est finalement quand on demande l'avis aux gens, parce que tu as plein de monde, là, ils donnent leur avis, mais tout le monde s'en fout. Mais que quand on vient justement leur dire: tiens, vas-y, ton avis m'intéresse, mais ils nous donnent 1 million d'infos. Et puis après, à nous de le prendre en considération et de voir au fur et à mesure d'apporter les améliorations à notre propre système ou à notre propre philosophie pour avancer. Et qu'au travers de tout ça, c'est que comme c'est axé sur le client et on lui a demandé, toi, consommateur, comment tu définis l'expérience que tu veux vivre, après, à nous de, livrer le minimum que le client, auquel le client s'attend, et même de le dépasser.
Et puis voilà, je vais vous donner des trucs aussi pour le dépasser. Ouais. Mais justement, sur les bases standards, si on prend le côté acheteur, j'ai pris ce côté-là. La base, qu'est-ce qu'il veut le client là? C'est il veut trouver la bonne maison, il veut comprendre la paperasse, comment ça se passe, et puis comprendre, je dirais, l'ensemble du processus et des étapes. En gros, c'est un peu comme un jeu de doigts. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je vais? Et puis, où est-ce que j'en suis? Et ça va être quoi l'étape suivante? Si je dois résumer rapidement, ça, c'est le standard, c'est la base. Et que si on vient chercher le plus, je dirais, sur la méthode expérience, d'abord, c'est de définir. Et de s'entendre sur les attentes dès le début. Donc, toi, client, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ton projet? Comment tu as envie d'être servi? Et aussi de déterminer dans le fait de définir, c'est est-ce que nous, professionnels, on est en mesure de répondre à cette demande? Est-ce qu'on a envie de répondre à cette demande? Je vais être très cash. On a tous des clients, enfin des potentiels clients. On sait à l'avance que ça pue. On se dit, lui, là ou elle, c'est pas possible. Je vais me tirer une balle dans la tête. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Il n'y a pas ce déclic. Bon, bah là, par exemple, de mon point de vue, aujourd'hui, j'ai le luxe de choisir avec qui je travaille ou avec qui je ne travaille pas. Au départ, j'ai eu du mal. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Mais moi, je me suis rendu compte que finalement, ceux où on se dit à l'avance, ça va peut-être pas marcher, généralement, on a raison. Et ils nous prennent un temps de fou. C'est ce 20% qu'on a mal trié qui va nous prendre 80% de notre temps et de notre tête et de nos nuits sans sommeil. Donc, alors, dès que si on définit bien les attentes dès le départ, et celles du client et de nous, qu'est-ce qu'on est prêt à faire et est-ce qu'il y a un match, là, il y a déjà un vrai fit, une vraie connexion. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ou pas? Si on décide d'accepter de relever le défi avec le client, il faut livrer la marchandise, le servir en fournissant c'est écrit, la prestation. Vous avez dit que vous allez faire ça, vous le faites, et en plus, vous le faites super bien. C'est pas juste comme on voit souvent sur les réseaux sociaux, genre j'ai un boulot, mais je m'en fous. Puis tu vois des trucs qui sont mal construits, un gars qui construit un escalier, mais qui ne rejoint pas l'étage. Ou tu arrives en retard, ou tu arriveras en survêtement en rendez-vous. Vraiment, on fait les choses, mais avec un niveau d'engagement. L'engagement, moi j'ai toujours au niveau de l'engagement, j'ai comme image en tête, par exemple, les pompiers. Tu ne peux pas faire semblant d'être pompier. Tu vas, tu donnes tout. Et de faire le suivi. Mais alors plusieurs aspects. Autant au niveau de ce que souhaite le client et puis où est-ce qu'on en est dans son processus, mais surtout aussi d'évaluer. Dans le sens où est-ce qu'on rappelle assez vite? Est-ce qu'on est assez précis dans nos explications? Comment tu te sens aujourd'hui dans notre relation de travail? Est-ce que tu serais là, je ne me souviens plus du terme, mais toi, à la tête d'une start-up, tu vas réussir à me le redonner, le terme. Une échelle de 0 à 10, de quelle façon est-ce que vous seriez prêt à nous recommander à vos amis? Ouais. C'est quoi c'est un chiffre, c'est le KPI, c'est quoi cette data déjà? On va le retrouver. Je sais pas, un referral score, mais. Ouais, c'est un matrix de. Est-ce que tu serais prêt à parler de moi à tes amis? Si tu es entre 8 et 10, oui, tu vas être un ambassadeur. À 6, 7, tu vas être neutre. En dessous de 6, c'est un problème. Et puis, comment? C'est le taux de recommandation. Le taux de recommandation. De l'intention de. Ouais. Et au fur et à mesure d'arriver à surpasser, en fait, c'est de surprendre. Et le client, soit par des actions, soit par des attentions. En fait, d'être là où il ne nous attend pas. On va pouvoir donner certains exemples après, mais là, je détricote l'ensemble. Et puis après, c'est d'entretenir des relations. On est des êtres humains. Et la clé, s'il y en a un à retenir, franchement, elle est là. C'est de tenir la relation et dans la durée.
Et qu'à partir de là, effectivement, on a les références, le bouche à oreille qui s'enclenche. En fait, dans ce processus fondamental, ce que j'appelle le jeu de loi, le client, il se dit tiens, un jour, je vais acheter une maison. Et puis, bon, on a fait notre travail de marketing. On a obtenu le rendez-vous avec le client. Et de ce moment-là jusqu'à la signature de l'acte authentique et après la transaction, il va passer par les 10 étapes que vous avez à l'écran. D'abord, on va analyser ses besoins, le financement, trouver la maison parfaite pour lui, le conseiller sur le prix aussi, même si c'est un acheteur. Alors, pour expliquer une chose, conseiller sur le prix. J'ai depuis 2015 fait le choix de ne jamais me mettre en double représentation. Je m'explique. C'est que soit je représente le vendeur, soit je représente l'acheteur. Jamais je me mets dans une position triangulaire qui pourrait me mettre dans un conflit dans le cadre d'une négociation. Parce que simplement qu'en négo, je suis bon, mais je vois pas, j'ai beaucoup de mal en fait à être 100% équitable. Il y en a un et je vais être plus fort à un moment avec l'un que l'autre. Donc en fait, j'ai fait ce choix. Ouais. Je ne suis jamais en double représentation. Et ça ne veut pas dire que je fais moins d'argent, bien au contraire. Parce que les clients se sentent comme avec un avocat. Et moi, je leur dis aux clients, je leur fais, ouais, moi, je ne fais pas de double représentation. Je fais, si tu devais divorcer, est-ce que tu irais plaider ton divorce avec l'avocat de ton ex alors que vous n'êtes pas foutu de vous parler? Non. Donc, tu ne vas pas choisir l'avocat, partie civile et le défendeur comme même intermédiaire. Je ne suis pas un médiateur, je suis un négociateur. Donc, ça, c'est mon choix. Et ça, j'ai marqué beaucoup de points avec les gens avec ça. Tout ce qui concerne la préparation de l'offre d'achat, les conseils à donner, négocier l'offre d'achat comme telle. Ensuite, réaliser l'ensemble des conditions. Alors après, en fonction des pays, il y a différentes conditions dans les offres d'achat. Mais la plus fondamentale qui arrive 9 fois sur 10, c'est celle d'obtenir un financement. Ensuite, se préparer au déménagement, le client. Mais je vais vous montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi pour enchanter le client à cette étape-là. La signature de l'acte et tout ce qui vient en post-transaction. Donc, globalement, tous vont passer par ces étapes de 1 à 10. Et que sur chacune des étapes, donc par exemple, analyser les besoins, vous allez définir les attentes, servir, faire le suivi, dépasser et entretenir la relation. Et c'est comme dans le modèle AA3R en growth marketing. On peut travailler sur un ou l'autre. On peut améliorer les choses au fur et à mesure. Parce que si vous dites aujourd'hui, tiens, j'ai les 10 étapes et je vais me mettre au top parfait sur définir les étapes, servir, faire le suivi, surpasser, entretenir, non, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a une charge de travail, c'est au fur et à mesure. Faut tester des choses, il y a des choses qui vont marcher, il y en a d'autres qui ne vont pas marcher. C'est un processus. Et puis, il y a même des choses aussi qui fonctionnent super bien, mais qu'on a dû améliorer aussi avec le temps. Et il y a des choses même on arrête. Et puis, on remplace par autre chose. Je vais, comme un exemple, les cadeaux. Je donne un exemple tout de suite. Je crois qu'on en reparle après. Mais pendant longtemps, là, j'étais sur les bouteilles de champagne. Bon, c'est devenu comme banal. Donc, en fait, les bouteilles de champagne, j'ai arrêté. Et en fait, j'ai remplacé ça au travers de faire participer les clients dans un projet que j'ai depuis 2 ans et la date que je me suis donnée, c'est Noël 2025. C'est de faire une levée de fonds en global d'1 million de dollars. En fait, sur les fonds de mon entreprise, de redonner 1 million de dollars à la société sous forme de dons à des associations. Alors, il y en a, c'est moi qui choisis à qui je donne. En fait, moi, je donne principalement à des associations, au niveau de ma boîte, à des associations sur chaque transaction. Il y a 50 $ qui vont sur une assoce, c'est moi qui décide où ça va. Et il y a 50 $, c'est le client qui décide où ça va. Et c'est moi qui paye. Et en fait, ça lui apporte un… Comment ? Super. Super idée. Tu vois, la réaction des gens, ça vient les toucher. Ça ne leur coûte pas une thune. Et ils ont cette sensation de contribuer à. Et quand tu as cette sensation de contribuer à, d'être un élément positif dans la société, tu vis quelque chose de dingue. Émotionnellement, c'est fou. Ok. Tu vois,
mes clients, et puis même ma communauté le sait, il y en a plein qui sont là, qui me connaissent. C'est que, par exemple, je cours des demi-marathons et je suis en prépa marathon là. Et qu'à chaque demi-marathon, donc il y a 21 km à courir, je prends $10 sur chaque kilomètre couru, donc $210 à chaque fois, et je choisis une assoce à qui je vais les donner. Par exemple, et puis ça me permet aussi de sortir du lot en termes de marketing au niveau de ma communication. Le gars, il n'est pas juste là à penser à sa gueule, enfin, excusez-moi, hein, à penser juste à lui, il redonne à la société. Et puis ça vient du cœur, hein, franchement, hein, parce qu'on a commencé à en parler il y a 3 mois, à peu près 4 mois, mais j'en parlais jamais, mais je le faisais déjà depuis quelques années. Et en fait, c'est des personnes qui m'ont accompagné là-dedans pour me dire, vas-y, c'est cool ce que tu fais, parle-en. Ouais. Ouais, très bonne idée, je trouve. Voilà, il y a juste interrompre là-dessus. Il y a eu quelques questions sur le fait que, sur ton positionnement par rapport à ce que tu disais vis-à-vis de l'acheteur ou vis-à-vis de l'acquéreur, le vendeur. Et donc, toi, tu représentes généralement qui? Tu es plutôt en mandat de vente ou en mandat de recherche? On va dire un 50-50. 50-50. Un 50-50. Si je prends l'année en cours, on est plus sur un 60-40. 60 de quel côté? 60 côté acheteur, 40 du côté vendeur. Okay. Parce que le nombre de propriétés disponibles sur le marché, le nombre de mises en vente a vraiment chuté. Mais le nombre d'acheteurs potentiels, lui, est resté constant et a même augmenté. Mais de toutes les façons, tu as un mandat de recherche donné par un acheteur potentiel, soit tu as un mandat de vente donné par un vendeur. Et tout à fait. Si tu as un mandat de vente, tu vas refuser de proposer à tes mandats d'acheteur. En fait, alors, non. Mais statistiquement, quand une personne nous appelle, par exemple, sur une propriété, statistiquement, la probabilité qu'il achète la maison, elle est de 1%. Ouais. Donc, en fait, je me trouve quasiment jamais, jamais en fait, jamais qu'un de mes clients ait envie d'acheter une de mes maisons. Mais je travaille l'intercabinet en mode chasseur. Tu vois, je cherche, j'ai mon réseau, je vais chercher la maison qu'il faut pour mon client acheteur et je vais chercher l'acheteur qu'il faut pour mon client vendeur. C'est clair. Voilà. Et que déjà de se démarquer en disant au client, je serai d'un bord ou de l'autre, hein, mais pas des deux. Et que d'ailleurs, il y a plusieurs clients qui me disent, ils parlent de moi comme ça aux gens, en disant, de toute façon, Yann, dis-toi bien que même si ce qu'il va te dire, ça va te faire chier, crois-moi que c'est la vérité. Si tu veux 2 millions de ta maison et que ça vaut 1 million, lui, il n'en a rien à foutre que tu sois fâché par rapport à ce que tu en attendais, il va te le dire. Et que, en fait, juste en disant la vérité, ça paraît comme très basique de mettre ça sur une presse. Mais je peux vous assurer, là, c'est que entre la tentation de dire ce que le client a envie d'entendre pour obtenir le contrat et puis dire ce qu'il faut, dire ce qui est juste, il y a un écart. Il y a un réel écart. Le fait de se démarquer, ce que j'appelle les crocodiles. Alors, les crocodiles, c'est les grandes gueules et les petites pattes. Ceux qui parlent beaucoup et puis qui n'agissent pas beaucoup. Donc finalement, vaut mieux moins parler, moins promettre, et puis en tout cas, ce quoi vous êtes engagé, vous le faites. Et puis, au-delà de vous avez promis telle chose, vous le faites ça, mais vous faites encore plus. Par exemple, les clients à l'avance, ils ne savent pas. Ils ne savent pas l'histoire des dons. Ils ne le savent pas, tout l'aspect back-office qu'il va y avoir. On va y venir. Avec la coordination des transactions, cette omniprésence en fait. Nous sommes omniprésents sur le parcours. Et justement parce que avec et moi et mes collègues, mon équipe, on a envie d'avoir des résultats vraiment extraordinaires et pour nous et pour les clients, puis d'avoir une vie qui vaut le coup, on n'a pas juste envie d'être moyen. Donc, on fait tout pour vraiment arriver, en tout cas, à voir que les gens nous perçoivent comme c'est vraiment cool ce qu'ils font les mecs. Et puis, on fait les filles parce qu'il y a 50-50 dans l'équipe, hommes-femmes.
mais vraiment que tous ensemble, là, ils disent ouais, franchement, ils assurent. Et que justement, sur le fait d'assurer, d'arriver à livrer quelque chose de tapis rouge. De tapis rouge, c'est moi qui ai monté le truc. Mais qu'il y a toutes les personnes, par exemple, si je prends 10 personnes sur l'appel, ou même les 100 qui sont sur l'appel, ils ne peuvent pas lire ce qu'il y a dans ma tête. Et puis, c'est souvent même difficile d'exprimer. On peut avoir une vision, mais d'exprimer sa vision, c'est aussi un défi en tant qu'entrepreneur, autant auprès des clients que de nos collaborateurs. Parce que ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure, c'est que tout ce qu'on fait, on l'écrit. Il y a des plans d'action, finalement, parce que si on dit on va faire ça et puis on fait ça, donc finalement, faire, c'est des actions. Et puis, à la façon dont tu le fais avec le cœur, et puis avec diplomatie, puis tu le fais avec le sourire, et puis tu donnes l'heure juste aux gens. Tu vois. Mais pour ne pas avoir à penser à qu'est-ce qu'on va faire, eh ben, on a écrit ce qu'on doit faire. Et que chaque département, dans tout l'ensemble du process, de A jusqu'à Z, de tout a été écrit. Et que moi, ce que je vous suggère pour avancer, c'est justement de créer des plans d'action qui sont simples, déjà. Du jour 1, donc par exemple, j'ai un rendez-vous avec un client. Ok, le plan d'action A, B, C, D, E, F, qu'est-ce que j'ai à faire pour préparer ça? Je suis avec le client, qu'est-ce qui doit se passer? J'ai signé le contrat avec lui, qu'est-ce que je dois faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis finalement, que vous ayez comme un cahier à donner, un nouveau collaborateur. Voilà, il y a telle chose à faire avec tel client, tu lis ce qu'il y a dans le cahier ou tu regardes telle vidéo si on a un intranet de formation par vidéo, pour que ça soit transmissible. Ouais, c'est ça. Faut que ça soit simple. Et puis d'avoir une espèce comme de boîte à cocher, de OK, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Que le collaborateur sache où il en est. Et puis pourquoi je me suis vraiment concentré là-dessus, c'est que mon entreprise, en fait, par exemple, de 2016 même jusqu'à 2020, j'étais quand même pas mal control freak. Système très organisé, CIO, département, Intel, réunion, meeting, les chiffres, etc. En gros, excusez-moi de l'expression, j'emmerdais tout le monde. Et la boîte a explosé. Ma boîte a explosé à la fin 2020. Il a fallu tout rebâtir, mais très différemment. Et en fait, je ne sais pas si vous avez lu des bouquins comme Allocratie ou Reinventing Organization de Frédéric Laloux, en fait, où l'organigramme où j'étais à la tête et qu'il y a toutes les ramifications vers le bas, je me suis mis en bas au service de l'ensemble des départements et que là, sur la dernière année, j'ai tout mis à plat et il n'y a plus aucune hiérarchie. Il y a l'ensemble des collaborateurs qui sont au service des uns et des autres et tous ensemble au service des clients. Donc, il y a vraiment aussi tout un changement de paradigme dans la tête et dans le cœur. Et que pour arriver à le faire vivre, la clé, elle est sur avec qui on travaille. Parce que si on est sur quelqu'un qui arrive et qui est très, très transactionnel dans son approche et qui n'a pas l'intention de changer, vous ne lui ferez pas accepter cette philosophie. Et si celle-là, vous pouvez la retenir, attention avec qui le recrutement. Ouais. Vraiment. Et que l'ensemble de systèmes, en fait, même si c'est vrai qu'il y a une logistique, il y a des ramifications qui y a en arrière, il faut aller clairement au-delà de simplement, voilà, on a signé le compromis, on envoie chez le notaire, tu envoies ça à la banque, de quelque chose de très froid, glacial, très procédure. Oui, il y a une procédure, mais il ne faut pas que le client il voit les fils de la mécanique, il ne faut pas qu'il voit les engrenages. Pour lui, il faut que ce soit cool. Et pour que ce soit cool, je vous donne un exemple. Hier soir, je prends mon téléphone, c'est dans mon plan d'action, un client qui a emménagé il y a 2 semaines. Et puis, je lui fais « Salut Sayad, comment ça va? Ça va, t'es bien installé ?» Je lui fais « Si j'étais simplement l'agent lambda, je te dirais, tiens, tout s'est bien passé, etc. » Puis je lui fais « Bon, quand est-ce que je viens avec la bouteille? Moi, je veux venir pour l'apéro. » Et puis là, il part à rire. Et puis, je lui fais « Oh, mais sans déconner. Et puis, tu m'invites avant qu'il fasse froid, parce qu'enfin, chez nous, il fait vite froid. Je fais « Moi, ta terrasse de dingue, je vais en profiter. Donc, quand est-ce que je viens ?» Donc, tu t'invites pour l'apéro chez lui? Ouais. Ouais. Et ça, tu le fais systématiquement? Non. Non. Non, tu le fais quand tu le sens, quoi.
Ouais, quand je le sens, et puis le potentiel de capacité de référence, en fait. Ouais. Il faut que je m'entende bien avec la personne, parce que moi, je suis le genre de gars, c'est où tu le fais à fond ou tu le fais pas du tout. Hein. Je suis pas trop dans la demi-mesure. Dans les nuances de gris, je connais pas trop. C'est pas mal noir-blanc. Donc, c'est où j'aime pas. Et en fait, j'avais tissé des relations avec ces gens-là et puis que j'aime bien, et puis qui venaient eux-mêmes de personnes que j'apprécie particulièrement. Et puis, je sais qu'à cet apéro, il va y en avoir, s'il y a 15 personnes, il y en a 8 que je connais déjà. Parce qu'ils se parlent tous sur leur projet immobilier. Ça passe par moi. Donc, il y a des endroits où il faut être. On a, juste pour te dire, on a une question de Raphaël sur la manière dont tu gères la croissance online de ta boîte. Mais peut-être que tu vas y venir un peu plus tard. Faudra préciser la question, parce que là, c'est large comme sujet. C'est un peu vaste, ouais. Ouais. Donc, Raphaël, si tu as une question plus précise, on va essayer d'y répondre un peu plus tard. Ok, cool. En fait, tout à l'heure, j'ai dit quels sont les éléments, c'était quoi les grains de sable dans une transaction, et qu'on a demandé au fur et à mesure aux gens. Et en fait, pour résumer, ils nous disaient, franchement, tant que tu es là, c'est super top, mais alors avec les notaires et les banques, c'est une catastrophe. Parce que le niveau de rapidité, le niveau de précision de réponse, le niveau d'engagement sur plein d'aspects, c'est super flou. Ils me disent, on n'est pas au courant, on ne connaît pas l'étape suivante. Donc, justement, sur l'étape suivante, c'est d'expliquer au client, dès le départ, voilà l'ensemble des étapes qu'il va y avoir. Et au fur et à mesure que le client avance, on lui dit, on vient de faire ça, l'étape suivante, ça va être celle-là. Et ça se fait par mail. Ou par mail, ou SMS, ou téléphone, peu importe. Finalement, peu importe comment on le fait, le tout, c'est de le faire. Ouais. Mais que si nous-mêmes, en tant qu'être humain, si on ne sait pas ça va être quoi l'étape suivante, on vit un stress. Le flou, l'être humain n'aime pas le vide. Donc, on comble le vide en donnant une information. Et que un truc qu'on a réussi à faire, c'est Myriam, ma coordinatrice en transaction, c'est une magicienne, cette femme. De comment est-ce qu'on pouvait arriver à tenir au courant les clients de façon automatisée et nous réduire aussi notre charge de travail. En fait, dans Google Agenda, franchement, c'est simpliste. Vous allez dire, mais pourquoi je n'y ai pas pensé? C'est qu'on book un rendez-vous. Un rendez-vous, par exemple, pour prendre d'un exemple 1, on a un rendez-vous, c'est dans un bloc, ça nous rappelle un événement, une tâche, quelque chose à faire ou un endroit où aller. Mais on peut aussi avoir un rappel de 1 heure avant, n'oublie pas, tu dois faire telle chose. On peut aussi mettre un rappel la veille. Là, ce qu'on a fait, c'est que, par exemple, toutes les étapes faut envoyer le dossier à la banque, les dates limites, le notaire, la signature chez le notaire. Et en fait, dans les agendas, il y a la coordinatrice qui met toutes les dates clés et avec les rappels comme il faut pour que, nous, en tant qu'équipe, on sache qui doit faire quoi et quand le faire. Et le client, ça lui permet d'avoir ses notifications. Voilà, ça c'est fait. Et aussi, et toi, à tel moment, voilà, ça te donne la deadline. Si par exemple, l'accord de prêt, c'est dans 45 jours, ne viens pas nous prendre la tête dans 2 jours à nous dire quand est-ce que c'en est. Non, c'est dans 43 jours maintenant. En fait, ça permet de setter les attentes. Et puis que si on sait que ça va être dans 40 jours, finalement, il n'y a personne qui nous demande tous les jours, au fait, où est-ce que ça en est. Et donc, c'est un gain de temps aussi pour nous en back-office, de tenir le client au courant de voilà ce qui se passe. Et au travers de ce petit système qui est somme toute assez simple. De la même façon, par exemple, pour la masterclass, 1 heure avant, voilà, la masterclass démarre dans 1 heure. Mais on a ce système-là, on a utilisé les outils qu'on a à notre disposition pour arriver à avoir un hack de croissance à moindre coût. Je vous donne un exemple sur l'analyse des besoins. Par exemple, vous avez reçu un lead, soit par une propriété à vendre ou une demande d'estimation ou bouche-oreille, peu importe. Le premier truc que vous allez faire, ce qu'on fait, c'est on établit le contact, timing, ok, tu vas acheter ou vendre pour quand? Est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce que c'est pour dans 5 ans? Parce que c'est comme pas pareil. Pourquoi c'est important pour toi? On détricote rapidement
les éléments. Et la première chose qu'on fait, c'est que ce soit un acheteur, un vendeur ou peu importe, là, en notant que le timing et la motivation classent le client en A, c'est on prend un rendez-vous ou physique ou virtuel avec lui. Bon, le virtuel, c'est venu avec la Covid. Mais finalement c'est resté. Gain de temps et de productivité phénoménal. Le rendez-vous de découverte en visio qui marche vraiment très, très bien. Alors, tu vas pouvoir répondre à Raphaël, parce que finalement, sa question, c'était comment tu reproduis ton expérience client en live sur le net. Et donc, c'est ça, tu commences à en parler, mais est-ce que toutes ces étapes-là, elles peuvent bien se faire en visio, par exemple, ou pas? Oui, pareil. C'est par exemple, quand on va pour prendre le rendez-vous, je dis au client, voilà, on prend un rendez-vous tel jour, telle heure, ok, ça va être par Zoom. Je vous envoie le lien, vous acceptez l'invitation et je vais vous envoyer aussi un petit dossier de présentation en fonction du projet du client. Est-ce que c'est un acheteur, un vendeur, un investisseur? Prenez le temps de le lire, ça va répondre à 99% de vos questions. Si jamais il y a d'autres questions, je prendrai le temps d'y répondre également pendant notre rencontre, sachant que l'objet de la rencontre, et je leur dis, franchement, c'est de voir est-ce qu'il y a un vrai match entre nous, est-ce que c'est une bonne idée de travailler ensemble ou pas. Et comme ça leur donne pas le gros pouvoir de ouais, tu sais, genre je vais pas signer avec toi. Bah, très bien que tu penses ça parce que moi, j'ai pas dit que je voulais signer avec toi non plus. Je veux voir est-ce qu'on choisit ou pas. Et en fait, il n'y a pas d'objection. Et que si le client il doit m'annuler le rendez-vous, bah vas-y man, annule-moi le rendez-vous, je m'en fous. Mais ça fait un tri. Mais je me fais pas annuler de rendez-vous. Et je me fais pas annuler de rendez-vous, notamment parce que il n'y a pas de ah j'ai oublié. Je fais non, c'est pas possible que tu oublies. La veille, tu as une notification. Le matin, je t'envoie un message texte pour confirmer et tu as une notification une heure avant. Ça n'arrive pas. Et que si on est respectueux avec les gens et puis qu'on respecte nos engagements, allez, 9 sur 10 vont faire la même chose avec nous. Il y a toujours un extraterrestre mal élevé en fait, qui va pas rentrer dans les clous. Et justement, ce que je parlais du dossier, c'est le point 3 sur l'écran là. Les étapes clés, vraiment, c'est d'expliquer l'ensemble de ce qui va se passer pendant toute la transaction, les différentes options, les questions. Et franchement, ça les rassure. Hein, parce que bien souvent, le premier truc, ouais, j'ai tel projet, mais je ne sais même pas par où commencer. Je fais, bah attendez, je vous envoie le dossier, puis on se parle. Okay. Et puis, justement, l'ensemble des étapes sont répertoriées dans ce dossier. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant là quand je préparais la présentation, dans le point numéro 3, trouver la propriété parfaite pour vous. Et en se positionnant du côté de je vends des programmes neufs, la propriété parfaite en termes de rentabilité, de cash flow, et puis en plus les dossiers que tu proposes, ça c'est la slide suivante, ils sont super complets, mais de quelque chose de sur mesure, il y a un outil Gutkey qui est vraiment super génial. Nous, on a aussi quelque chose sur la revente au Canada. Il y a le MLS, mais vous avez bien ici, vous avez le SIA, vous avez plein de choses également en France. Après, ça part simplement de l'intention. Est-ce que tu as simplement envie de mettre un client sur autopilote et puis aller visiter 50 maisons, ou est-ce que tu as envie d'en visiter seulement 4? Et généralement, avec un acheteur, j'en visite 4, 5, 6, mais pas plus. Et puis la vente se fait. Parce que la sélection en amont est faite. Et là, par exemple, en tout cas, il y a un outil que je trouve super intéressant que vous pourrez explorer. Je te laisse le soin d'envoyer le lien à qui de droit. Ouais. Et que, justement, dans le conseil du prix à proposer ou enfin les différentes options, moi, j'ai mes propres dossiers. Mais là, par exemple, là, c'est un dossier qui sort avec Gutkey, où il y a vraiment l'ensemble des informations qui viennent pour informer le client et lui donner les différentes possibilités. Plan A, plan B, plan C. Regardons ensemble les différentes alternatives. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Qu'est-ce qui est le moins bien pour toi? Avec lequel tu es plus confortable par rapport à ta résistance au stress? Parce que dans le domaine de l'investissement, la capacité à engranger le stress, le risque, la notion de risque est différente d'un individu à l'autre. Donc, en tout cas, là, il y a plein d'indicateurs qui permettent, je dirais, aux clients de prendre une décision éclairée. Vraiment.
Et là, alors que souvent, les clients, je leur dis en rendez-vous, je leur fais, moi, l'enjeu, là, c'est pas de vous trouver la maison et de vous emmener chez le notaire, là. Je fais parce que ça, c'est mon boulot et puis je le fais bien. Je fais, moi, l'enjeu, là, c'est que j'ai l'ensemble, de maintenant jusqu'à ce qu'on aille chez le notaire, de vous convaincre que je suis la meilleure ressource pour toutes les personnes qui sont dans votre téléphone et que vous appeliez tout le monde en leur disant, Yann, c'est un king, franchement, il faut l'appeler. Je fais, moi, l'enjeu, il est là. Et ça se mérite. Je leur fais, le faites pas maintenant. Ça se mérite. Laissez-moi le mériter. Et justement, de les enchanter. Alors, les endroits où on peut être et on ne nous attend pas. Alors, dans la catégorie team leader, dans la team, c'est moi le team leader. Parce que, par exemple, depuis le début de l'année, j'ai vendu 25 maisons, là, mais j'en ai pas visité une seule. D'accord ? C'est un beau concept d'affaires qui me laisse le temps d'aller courir. La vente à l'aveugle. En fait, ça, on le voit dans la quatrième partie, mais c'est comment développer son entreprise sur différents axes, hein, soit en horizontal, soit en vertical, et de travailler. Moi, je suis comme un apporteur d'affaires maintenant. Je me suis entouré de personnes. J'apporte des affaires à des personnes qui vendent du neuf, à des gestionnaires, à des agents. Parce que le nerf de la guerre, c'est la clientèle. La clientèle, je l'ai. Et en fait, je forme des agents à bien servir les gens selon la philosophie que j'ai. Et en fait, je leur apporte la matière première dont ils ont besoin pour gagner leur vie, c'est des clients. Comme généralement les agents immobiliers, enfin, beaucoup de personnes, les très bons vendeurs, généralement, ce n'est pas des flèches au niveau administratif et organisation. Et en fait, et puis moi le premier, hein, attention, j'ai une quiche internationale en organisation. Ma team, je leur donne des clients et une fois qu'ils ont une promesse d'achat acceptée sur une propriété, ils envoient tout en back-office, ils ne s'occupent plus de rien. Et ils recommencent avec le client suivant. Et ça, je le fais ici, au Canada, aux États-Unis, Amérique centrale, Caraïbes, France. Donc, en fait, c'est un réseau de référence. Mais justement, c'est que, par exemple, les premiers contacts avec les gens, c'est moi qui les ai. Je parle avec tous les clients. Je fais le tri parce que comme ça, j'envoie de la bonne qualité de clientèle à mes collaborateurs. Mais quand, justement, tiens, dans le pipeline, tiens, Yann, il y a tel client, on a eu une offre d'achat acceptée pour telle ou telle propriété, que ce soit acheteur ou vendeur, peu importe. Moi, je l'appelle, je fais, tiens, je viens d'apprendre par tel agent avec qui vous travaillez que ça y est, vous avez trouvé la maison qui vous plaisait ou vous avez vendu la maison en plus à un super bon prix. Félicitations. Et puis là, je leur dis, voilà, maintenant, c'est la coordinatrice aux transactions qui prend le relais. Elle va tout vous expliquer. Mais évidemment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez même pas une seconde. Vous avez mon téléphone cellulaire, vous m'appelez, vous m'envoyez un message texte, un mail. Sachez que vous êtes en de bonnes mains. Et en fait, c'est l'ensemble des collaborateurs de l'équipe qui travaillent au service des clients. Mais moi, pour l'instant, là, j'ai juste fait un appel au début pour découvrir le client. Et puis là, je viens d'en faire un deuxième. Au niveau charge de travail, c'est quand même pas, c'est pas ouf, quoi. Mais même ma femme, elle comprend pas. Elle me fait, mais tu fais quoi comme boulot? J'ai fait, j'ai appris à déléguer. Elle est fâchée parce qu'elle fait 40 heures, 50 heures par semaine, là, puis un travail qui est comme super exigeant. Et puis moi, elle a vu aussi comment je suis passé de 80 heures à travailler même pas 40 heures par semaine. Et que, comme je lui ai dit, toi, client, il y a ma coordinatrice qui va prendre le relais, elle va t'envoyer un mail. L'étape 2, il y a le mail de félicitations de la coordinatrice. Félicitations, monsieur et madame les clients. Maintenant, c'est moi, Myriam, je prends le relais. Et là, ce qui a été dit qu'allait être fait est fait. Et là, les gens sont en zone de confort. Et là, comme je disais tout à l'heure, avec le système des agendas, là, Myriam, elle pourra remettre toutes les dates qu'il y a dans les contrats. Et comme ça, le client, il est notifié. Et là, à ce moment-là, ce qu'on fait aussi, comme il y a un deuxième agent, 9 fois sur 10, il y a un deuxième agent qui est dans la transaction, on lui envoie un mail aussi pour le féliciter. Parce que si, par exemple, vous êtes dans l'agence ABC et que vous faites une transaction avec l'agence YZ, et que c'est vous qui vous initiez la charge de travail au niveau de la coordination de la transaction, c'est de tenir la relation aussi, l'expérience client avec les collaborateurs. Parce que finalement, si par exemple on est chef d'entreprise, on est à la tête d'une agence ou à la tête d'une équipe,
notre premier client, c'est les gens avec qui on travaille. Et que quoi de mieux que pour que nos collègues fassent vivre une expérience comme on a envie que les gens la vivent, que de leur faire vivre à eux, collaborateurs, que ce soit personnel administratif, marketing ou équipe de vente, bah, quelque chose où il y a de la considération, où je respecte mes engagements, où je t'écoute, où tes idées sont les bienvenues, où il y a de la bienveillance. Et en fait, c'est ça, c'est ne pas oublier que le premier client, c'est nos collègues. Donc, pour plus rapidement, là, effectivement, il y a l'agent qui est en charge. Par exemple, le financement est obtenu. Le financement est obtenu, c'est la coordinatrice aux transactions qui reçoit l'information. Elle notifie, et moi et l'agent en charge du dossier, voilà, le financement est obtenu. Elle envoie les documents qu'il faut, mais on est tous les deux notifiés. L'agent en charge du dossier appelle les clients, bah, c'est cool, on vient de recevoir l'accord de prêt, félicitations. Moi, là, une fois de plus, je fais mon petit touch point. Franchement, super cool, c'est la dernière ligne droite, félicitations. Je fais maintenant, on a un cadeau pour vous, là, bah, on vous offre votre déménagement. On va vous mettre sur une plateforme. Vous allez choisir tout ce que vous avez besoin, les cartons, le scotch, tout. Vous faites votre marché et c'est nous qui payons. Et il y a la coordinatrice qui va vous envoyer un mail qui va tout vous expliquer. Vous avez juste à suivre les étapes et puis vous allez être livré de tout ça chez vous. Top. Et puis ils sont là, what? Je le faisais déjà avant le Covid et le confinement et tout ça. Ça coûte combien ça? En général, j'en ai un port entre 200 et 300 $ par transaction. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'un client qui revend et puis rachète, il n'y a qu'un seul déménagement. Donc, en fait, si par exemple, on fait 400. J'ai 400 $ à faire. J'ai 200 qui vont sur une transaction, 200 qui vont sur l'autre. Et comme les clients… c'est ça. Il y a plein de choses que je ne paye pas 2 fois. En fait, je réalise des économies d'échelle en fidélisant les gens. C'est sûr. Les sondages de satisfaction, toujours super important. Ok, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'on était suffisamment à l'écoute? Est-ce qu'on était suffisamment rapide pour vous répondre? Est-ce que vous avez la sensation qu'on était vraiment de votre côté, en mode avocat? Et puis toujours cette fameuse question, c'est que si tu étais le dirigeant de ma boîte, qu'est-ce que tu changerais pour que ça soit juste parfait? Et là, je leur parle du rêve un peu fou, là, les $1 million à reverser à la communauté. Et puis ça, vraiment, ça les touche. Il y a vraiment le sentiment d'appartenance à un projet collectif. Et puis là, on commence à créer une communauté à partir de là. Parce que si on vient les toucher émotionnellement et qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, là, c'est le début d'une communauté. Et que, autant en amont de toutes ces transactions ou même à l'avenir, pour arriver à tenir dans la durée, ce que j'ai trouvé pour moi en tout cas, c'est d'être la ressource. C'est que finalement, s'ils ont une question, il faut arriver à initier chez eux le réflexe de « j'ai ce problème-là, il faut que j'appelle Yann ». Et que souvent sur les réseaux sociaux, tiens, tu ne connais pas un peintre, tu ne connais pas un électricien, ou tiens, j'ai mon toit à refaire, mes fenêtres à changer, etc. Et j'ai monté une plateforme qui recense par exemple des entrepreneurs, mais pas que. Il y a plein d'aspects qui sont référencés. Et les personnes, les entrepreneurs et ou partenaires de ce que vous voulez qui sont dans la plateforme viennent d'autres personnes qui sont eux-mêmes. En fait, ça s'auto-alimente. Et régulièrement, je leur dis, voilà, il y a un tel qui a été rajouté dans la base. Maintenant, je cherche aussi, tiens, telle personne, par exemple, pour, je sais pas moi, tondre la pelouse ou laver des voitures, qui tu as dans ton entourage, avec qui tu as fait affaire, et puis que tu auras envie de référer un de tes amis. Vas-y, fais-en profiter la communauté. Donc, en fait, il y a un cercle vertueux avec ça. Et justement, c'est que
au travers de ça, j'ai découvert d'autres choses. C'est que, par exemple, le nouvel arrivant au Québec, au Canada, d'abord, il a besoin de louer quelque chose. Mais moi, ça fait longtemps que j'en fais plus de location. Donc, il y a eu deux aspects. Je me suis mis en partenariat avec des équipes ou des entreprises spécialisées dans la location pour pouvoir servir mes clients qui vont pouvoir louer une propriété, sachant que moi, je garde le contrôle sur la personne, le client, parce que, et pas contractuellement, c'est simplement parce qu'il va être dans un truc autopilote et surtout parce que j'ai à cœur au fait, comment ça s'est passé, où est-ce que ça en est, etc. Donc, au moment où il va pour acheter, généralement dans l'année et demie qui vient, c'est avec moi qu'il travaille. Généralement, ceux qui font la location, il y en a beaucoup qui font aussi la gestion locative. Donc, gestion locative qui vient intéresser ma clientèle qui a investi dans des multilogements ou même simplement un appart à louer ou, par exemple, je vais dans un autre pays mais je veux pas revendre mon appart, j'ai besoin de le faire gérer. Qui tu as? Hop là. Et puis là, je renvoie aussi à une autre compagnie de gestion. Et puis moi, je touche des pourcentages. Je touche des pourcentages sur tout. Ta plateforme, là, elle est publique? Ouais. Ça s'appelle comment? Faut aller dans le site. Elle n'est pas facile à trouver, mais c'est voulu. Elle est dans le site. Si tu vas sur Yann Raoult, tu vas sur yanraoult.com, tu vas tout à droite, conseil, conciergerie. Et puis après, sur conciergerie, tu as cet onglet qui va t'amener sur les différents partenaires. Ouais. Mais parce que j'avais juste besoin de l'héberger quelque part, à la limite, je devrais même la sortir du menu. Parce que je veux pas comme trop public, tu vois. C'est plus mon répertoire que je mets à cet endroit-là. Mais c'est bien, tu viens de me donner une idée que vas-y, copie le lien parce que je vais le retirer du menu. Et puis, par exemple aussi, tous les services de gestion court terme. J'en ai beaucoup qui ont besoin de venir. Mais par exemple, un nouvel arrivant, il va avoir besoin de louer, certes, mais en attendant d'avoir trouvé une location, il faut le loger en urgence. Ok, donc tous les aspects Airbnb et compagnie, location très court terme, je me suis mis une mèche avec aussi d'autres personnes qui, eux, ont aussi des systèmes de conciergerie de cette nature-là, qui permet d'avoir les clients et puis qui permet aussi de récupérer des mandats. Enfin, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Moi, j'ai un partenaire aujourd'hui sur la location et gestion locative. J'ai un partenaire principal et il se trouve qu'on a la même clientèle cible. On travaille tous les deux avec les expats français. Et puis, en plus, on s'entend super bien. On adore boire l'apéro ensemble. Donc, ce qui ne gâche rien. C'est toujours plus agréable de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien. De toute façon, les gens avec qui je ne m'entends pas, je ne travaille pas avec eux. Donc, j'avais mis intégration interne ou horizontale ou verticale, donc ou en intégration ou en externalisation. Il y a plusieurs choix qu'on peut opérer en fonction du modèle d'affaires que vous voulez avoir. Moi, pourquoi j'ai choisi sur l'externalisation, c'est parce que dans la feuille de route que je me suis donnée il y a 2 ans, c'est comment monter une boîte qui ne dépende pas de moi et qui puisse rouler quel que soit l'endroit où je me trouve. En fait, de décorréler mon activité avec la position GPS de moi. Donc, par exemple, j'ai plus de locaux. J'ai réussi à réduire des économies. J'ai réalisé des économies de dingue. Que 3 fois par an, je suis en France pour le travail et que je pars en vacances 4 fois par an. Mais ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Il y a 1 heure ou 2. Moi, mon rêve là, c'est travailler 4 heures par jour, juste le matin. Magnifique. Mais c'est magnifique. Magnifique. Et en fait, je vais pouvoir y arriver parce que justement, en travaillant avec les fuseaux horaires. Donc, ça sera que le matin pour moi. Mais je dois déjà jongler avec les fuseaux horaires. Mais je suis en train d'y arriver. Bon, je ne suis pas encore à 4 heures par jour, là, loin de là. Mais je sais que je vais y arriver. Et sur le dernier sprint, je dirais, c'est l'expérience client commence à la première conversation et ne se termine jamais. Et j'ajouterais à ça, c'est que bien souvent, les gens nous connaissent avant que nous-mêmes on les connaisse. Je prends l'exemple des réseaux sociaux. Les gens se sont fait une idée
pour répondre à la question de… C'était Frédéric, c'est ça? Sur l'aspect numérique? Raphaël. Raphaël, pardon. Raphaël qui demandait. Et ben, par exemple, sur l'aspect numérique des choses, c'est que les gens se font une idée sur nous avant même qu'on sache que ces gens-là existent avec les réseaux. Donc, notre communication sur les réseaux, elle est super importante. Vaut mieux que ça soit léché. Tout ce qui par exemple, on ne publie rien après 22 heures, surtout si on a bu un coup. Hein. Et de réfléchir à tout ça. C'est une stratégie sur un ensemble. Tout ce que je publie, j'ai 3 posts par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Tout est écrit déjà plusieurs jours à l'avance sur les éléments fondamentaux. Il n'y a rien qui sort au hasard. Tu publies à quelle heure? Juste après, alors j'ai une routine du matin qui est très rilée. C'est entre 7h30, attends, c'est 6h30, café, bouquin, vache de don, le verre d'eau, entre 7h et 7h30 le matin. Qui fait que je vais comme pouvoir rejoindre l'audience que j'ai à Montréal parce qu'on est quand même pas mal plus des leftos que la France. Et qu'en étant à 7h, 7h30 ou entre 7 et 8, vous êtes sur les heures du midi et je suis capable de vous rejoindre. Alors que si je publie à midi, vous êtes déjà sur le soir, j'ai déjà perdu une portée phénoménale sur l'ensemble de la com de la journée. Des clients fidèles et des références. Vraiment, ce qui est en wrap-up global, c'est que si le client il est content là, il va revenir et en plus il va parler de vous, il parle de nous à tous les niveaux. Que c'est beaucoup plus facile de garder un client, c'est beaucoup plus facile de conserver la confiance de quelqu'un plutôt que d'acquérir la confiance de quelqu'un. Et là, c'est pas du marketing, c'est juste du gros bon sens. Quand j'étais en école de commerce, dans une vie d'avant, parce que j'ai 47 ans, on nous avait dit ça coûte 5 fois moins cher de garder des clients existants que d'en acquérir des nouveaux. Bon, en ce qui me concerne, c'est 4 fois, c'est pas 5. On va pouvoir progresser peut-être. Et puis aussi sur les taux de transformation, le temps. Donc l'argent, le temps, et puis surtout de travailler avec des gens qui sont cool. C'est pas dire que les autres ils sont pas cool, c'est qu'on n'est juste pas fait pour travailler avec. C'est des profils. Donc choisissez, offrez-vous le luxe, le même luxe que les autres. Les gens ont le luxe de choisir avec qui ils veulent travailler, bah, offrez-vous aussi ce luxe. Et simplement d'être prêt à dire non. Et pour être prêt à dire non, là, ça c'est le coach. Moi, mon principal travail, c'est lead gen. Je prospecte en permanence. C'est d'avoir suffisamment d'opportunités dans le pipeline pour se dire ouais, mais c'est bon, si je lui dis non à lui, ça pose pas un problème. Ou alors quand je suis en week-end et puis que je coupe mon téléphone ou que je pars en vacances ou courir et que le téléphone est éteint, je fais bah, si cette personne-là, elle me laisse pas de message, bah, finalement, c'est que c'était pas important. Et puis, next. C'est juste de faire ce qu'on a à faire au moment où on doit le faire. Et donc, une vraie routine, discipline, ça nous offre la liberté de rien faire quand on a décidé de rien faire. Ou de faire rien. C'est très différent encore. Et puis, je dirais, c'est que le point de contact, la connexion que vous allez avoir avec une personne, surtout en réel ou au téléphone ou peu importe, soit vous faites quelque chose qui compte, soit le faites pas. Si c'est pour réciter un texte auquel vous ne croyez pas ou que ça sent l'imposture à 3 bornes, abstenez-vous. Prenez des nouvelles des clients. L'appel du 30 jours après le déménagement, alors ça s'est bien passé, comment tout se passe bien, vous avez pris vos marques, vous avez réinstallé votre déco, les gamins ils ont repris le retour de l'école, ouais, nickel. Au fait, bon, bah alors, qui y a dans votre entourage là, qui s'est dit oh, moi aussi j'aimerais déménager, avoir quelque chose de cool comme chez toi et que je pourrais appeler de votre part. Et là, vous commencez. Puis après, vous faites à 60 jours, 90 jours, avec un script super simple. Alors, comment ça se passe dans la maison? Voilà. Juste ça. Et puis, si vous êtes super bien avec eux, vous pouvez leur proposer de venir boire un coup. Puis, vous avez le droit de boire du Perrier, hein, vous n'êtes pas obligé de boire de l'alcool. Hein. Et que, en maintenant justement cette relation, et ça sera la slide de conclusion, c'est que ça demande beaucoup moins de clients pour arriver à faire une vente, hein, donc au travers des meilleurs taux de conversion, donc c'est moins de charge de travail. J'avais plus que 40 ans quand j'ai découvert ce que c'était un week-end, et puis même des vacances, et je trouve le concept absolument fabuleux. C'est presque addictif. Les collaborateurs, les collègues aussi sont beaucoup plus heureux.
plutôt que se faire dire non 100 fois, en fait, ils ne se font pas dire non une seule fois parce que le tri est fait en amont. Le coût par transaction et les coûts par transaction, lui, est réduit et les marges sont augmentées. La confiance, c'est pas juste un concept. Mais justement, pourquoi il y a ce taux de transformation qui est amélioré? C'est parce qu'il y a un tel qui m'a dit de venir de la part de un tel, donc la confiance est déjà gagnée. Que c'est cool de travailler avec ces gens-là. Et puis que, je ne sais plus qui disait, soit on est le meilleur, soit on est tout seul. Moi, je ne suis pas le meilleur, loin de là. Si vous prenez les palmarès, d'ailleurs, il faudra me dire au niveau des palmarès ce que je me trouve, parce que je ne les regarde même pas et je m'en fous. Mais je n'ai pas de ouais, on va rencontrer 3 autres et puis on va te tenir au courant. Je suis tout seul. Je suis tout seul parce que je suis très en amont du truc. Il n'y a pas la question de est-ce que si on a envie de travailler ensemble, il n'y a pas des objections à 2 balles comme ouais, je vais réfléchir. Dans ma réalité, ça n'existe pas. Ça n'existe plus, pardon, parce que je l'ai vécu il y a encore quelques années. Et en faisant tout ça, là, au fur et à mesure, vous allez vous allez faire davantage d'argent, vous allez pouvoir mieux vous payer, votre style de vie va changer, vous aurez plus de temps libre surtout, et puis vous allez pouvoir profiter davantage de la vie, quoi, d'une façon générale. Ça donne envie. Ouais, et puis simplement, c'est à chaque fois, c'est de se poser la question, ok, quel est le truc qui m'a impacté et qu'est-ce que je vais mettre en place? Et puis, quelle est le truc que je mets en place, que je commence là, dans les 24 heures? Parce que dans plus que 24 heures, si vous n'avez rien mis en place, vous n'allez pas le faire. Ouais. Donc, moi, je vous le demande. Quelle est la chose, vous dites, oh waouh, ça c'était vraiment super cool, et que vous auriez envie de mettre en place, ou si vous avez des questions, je suis là. Et puis merci. Ouais, alors tu as Christophe qui te félicite. Christophe Poris qui félicite. Sable d'Or, Bretagne. Ok, que tu connais. Et Nicolas aussi, évidemment. Nicolas, top 10, je croyais dans le top 10, c'est propriété privée dans le 9. Ouais. Donc, si vous avez un point que vous retenez ou un élément que vous avez envie d'implémenter, ça serait quoi? Moi, je pense que ce que j'ai bien aimé, c'est le côté être la ressource. Où c'est vrai que ça veut dire que derrière, il y a tout l'aspect de don, en fait, de son temps et de son énergie sur… il y a une question, tu n'es pas forcément dans ton domaine, par contre, tu vas te démener pour y répondre, pour les guider au moins vers quelqu'un qui peut leur répondre si jamais tu n'as pas la réponse directe. En fait, d'être la porte d'entrée d'une sorte d'immense marketplace. Ouais. Tu vois, ça, je pense que c'est très efficace, effectivement. Et ce que j'ai remarqué là ces derniers mois, c'est que ma communication, elle est essentiellement orientée développement personnel, développement d'affaires. C'est super rare, tu vois, tiens, j'ai vendu tel truc, parce que franchement, c'est une communication, je suis passé à autre chose. Et j'ai des clients, beaucoup de mes clients sont chefs d'entreprise. Et en fait, m'appellent par rapport à une problématique dans leur entreprise. Et ok, voilà, je vis tel défi, comment est-ce que ce serait quoi tes conseils Et en fait, on va carrément sur une autre conversation, à un autre niveau, qui est absolument génial. Et puis les gens, une fois que si tu aides les gens ils te le rendent. Tu sais, c'est lance dans l'univers et puis ça revient à un moment. Ouais. Et les émotions, évidemment, comme Coraline qui en parle à nouveau aussi, faire vivre des émotions, ça, c'est compliqué, mais c'est à mon avis très très puissant, effectivement. Pour les émotions, c'est simplement, à partir du moment où on se connaît bien, et puis que ce qu'on fait, et puis ce qu'on dit, et puis ce qu'on pense, c'est vraiment super aligné. Je reprends l'expression que tu avais dite de quelque chose de très solaire, tu sais, où franchement, si on est bien dans ses baskets, on va être bien avec les gens, et puis les gens ils vont se sentir bien. Et à partir de là, il se passe quelque chose. Je peux pas mettre ça dans un plan d'action, je peux pas mettre ça dans un keynote, mais que si tu amènes du bien, tu vas recevoir du bien, et si tu amènes de la merde, tu reçois de la merde. Ouais. C'est imagé, mais c'est ça. Ça parle de la conscience de soi.
la conscience de soi et la connaissance de soi est le point de départ de l'ensemble. Parce qu'on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas améliorer les choses si on ne s'améliore pas nous-mêmes et que nos entreprises n'iront jamais plus haut que la hauteur qu'on est de nous-mêmes. Une entreprise ne peut pas aller plus haut que son leader. Donc, s'il y a un truc à améliorer en tout premier pour votre boîte, c'est vous-même. Quand ma boîte s'est écroulée fin 2020, j'ai fait l'audit complet de la boîte. J'ai fait tout va bien. J'ai fait si tout va bien, le problème, c'est moi. Et là, j'ai attaqué, il y a 2 ans, un autre processus d'amélioration transformatif, etc. Je ne suis plus le même qu'il y a 2 ans. Mais c'était ma priorité. Améliore la meilleure version de toi-même. Non, mais c'est sûr, si tu deviens meilleur toi-même, bah forcément, tout découle de là. Et ça glisse mieux. Pouvoir dire non, ce que fait remarquer Désiré, hein, c'est un luxe qui s'acquiert, qui se gagne, qui se travaille. C'est pas si simple. Oui, qui se mérite. Qui se mérite. Non, qui n'est pas si simple. Qui est pas si simple. Bah déjà, d'accepter, c'est un chemin interne de se dire que oui, on a le droit de dire non à quelqu'un. Et que mathématiquement, enfin comptablement parlant, d'avoir ce luxe de le faire, c'est de faire suffisamment de contacts, c'est un jeu de nombres hein, au départ, hein, au-delà de. C'est ça qui est difficile. Il faut qu'il y ait suffisamment de contacts qui rentrent. Bah ouais, mais pour ça, il faut se faire voir. Ouais. C'est une conférence que j'avais vue sur la prospection. Le titre de la conférence, c'était Va te faire voir. Donc, si tu fais ton marketing, tu vas parler aux gens, tu utilises des liens. Une poignée de main après l'autre, une conversation après l'autre, tu rentres les gens dans ton CRM, tu entretiens les relations, parce que de toutes les façons, entre le moment où il y a quelqu'un qui te dit tiens, un jour je vais peut-être acheter, et puis le moment où il achète pour de vrai, il se passe 18 mois. Donc il faut être là, il faut être constant. Yann, merci pour tout ça. On avait prévu une masterclass d'1 heure. Ça fait 1h20 qu'on parle ensemble. Mais c'est génial parce que sur le flyer, il y a marqué environ 1 heure. C'était important. Donc, vous avez bien retenu le vrai titre de la conférence qui était comment faire kiffer les gens. Développer son entreprise en faisant kiffer les gens. Voilà. Et on fait grossir sa boîte comme ça. Je pense que le kiff, ça rejoint un peu ce qu'on vient de se dire sur les émotions. Donc, on a plus de billes maintenant pour le faire. C'est cool. Merci beaucoup, Yann. Génial. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là et on vous dit à bientôt. Bonne soirée. Et rejoignez-moi sur ma page Facebook. Faites ça. À bientôt. Salut. Salut.